Donc, sur votre rameau de l'année, donc N, vous avez une feuille. Vous avez un bourgeon latent qui se développera l'année d'après. Et puis, à côté de la feuille, vous avez donc, excusez-moi, le prompt-bourgeon. Ce prompt-bourgeon qui peut donner l'entrecœur. Lorsque ce prompt-bourgeon va éclore, bien évidemment, en face, il peut y avoir une grappe. Lorsque ce prompt-bourgeon va éclore, sa vitesse de croissance, sa vitesse d'allongement, elle va dépendre, de la vigueur de la souche, et donc de la capacité de la souche à pouvoir l'alimenter, et 2, elle va dépendre des conditions environnementales. L'allongement et la vitesse de croissance de tous les organes dépendent de la température. Lorsque vous avez des températures fraîches, la vitesse de croissance elle est plus lente que lorsque vous êtes à l'optimum de température. L'optimum de température en termes de vitesse de croissance chez la vigne, c'est entre 25 degrés. 25 degrés, c'est l'optimum, c'est là où on a la vitesse. Lorsque il fait 15 degrés, mais bien évidemment, ça grandit plus lentement. Sauf que chez la vigne, il y a un système, un rythme de formation des nœuds qui est un rythme fixe, et ceci quels que soient les cépages. Tous les 10-12 jours, vous avez un nouveau nœud qui s'induit dans l'apex. Ça, c'est fixe. C'est ce qu'on appelle le plastochrome. Et c'est pour tous les cépages pareils, et toutes les conditions pareilles. Donc tous les 10-12 jours en moyenne, donc ça varie entre les cépages entre 10 et 12 jours, vous avez un nouveau nœud qui se forme. Puis, pendant les 10 jours qui suivent, le mérital qui grandit. Puis un nœud, puis le mérital. Puis, par contre, et ça ne bouge pas. Par contre, qu'est-ce qui va bouger? Est-ce que ce mérital va s'allonger plus ou moins? Et qu'est-ce qui va faire qu'il s'allonge plus ou moins? C'est qu'il soit mieux alimenté et que les conditions climatiques soient plus favorables à la croissance. Et donc, les entrecœurs qui se développent tôt dans la saison, en général, ils sont dans des conditions thermiques qui sont moins favorables que ce qui se développe plus tard. Quand ils se développent début mai, en termes thermiques, c'est moins favorable à la vitesse de croissance que quand on est plein mois de juin. Et puis, pendant cette période-là, il y a aussi la croissance du rameau primaire. Au mois de mai, le rameau primaire, lui, il est en pleine croissance. Et la force de l'apex du rameau primaire, c'est lui qui est le plus fort. Donc ces entrecœurs-là seront un peu moins bien alimentés qu'au mois de juillet ou au mois de juin, quand on aura rogné, et que c'est eux qui deviendront prioritaires. Donc en début de saison, ils sont d'une part dans des conditions climatiques qui sont un peu moins favorables à faire grandir vite, et ils sont un peu moins bien alimentés que ceux que l'on a produits après le rognage. Donc de ce fait, ils vont avoir des méritales, et notamment les premiers méritales, qui vont être relativement courts. Souvent, oui. Oui, ils sont moins fructifères. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas intéressants, mais voilà. Et donc, en étant courts, en observant ça, ceux-là, ils se sont développés tôt dans la saison. Donc, par contre, les bourgeons qui portent, ils auront été fructifères parce qu'ils auront eu le temps de faire leur induction et leur initiation inflorescentielle. Tandis qu'un peu plus haut, quand ils se développent plus tard, ça grandit plus vite parce qu'ils sont mieux alimentés et parce que les températures sont plus favorables. Donc, vous avez des méritales plus longs. Et donc, ceux-là, potentiellement, ils sont moins fructifères, voire non fructifères. Et c'est le seul moyen qu'a le viticulteur pour dire si cet entrecœur, il est potentiellement fructifère ou pas. Donc, quand vous devez choisir un entrecœur
pour faire une haste, notamment. Après, pour faire un côte, c'est autre chose. Mais pour faire une haste, si vous voulez que cette haste ensuite porte des fruits, ce qui est la logique de l'haste, il faut choisir des entrecœurs qui ont des méritales petits. Et là, vous êtes pratiquement sûr qu'ils seront fructifères. Alors, peut-être ils seront un peu moins fructifères que le rameau primaire, mais ils seront fructifères. Et ils auront l'heure de grappe. Ça, c'est quasiment sûr. Je ne sais pas. Potentiellement oui. Après, plus vous enleverez les entrecœurs précocement, moins à la main. Oui. À l'entrecœur, c'est à la main de toute façon. Plus vous enleverez les entrecœurs précocement, moins vous abîmerez la baguette. Donc ça, après quand ça commence à se lignifier à la base, la logique, après le problème c'est que pratiquement c'est pas possible, ça serait de faire un chicot, exactement comme on va le faire à la taille sur la. Donc c'est-à-dire en fait de pas arracher et d'avoir un petit outil pour pouvoir découper en fait à la base, de manière à ce que le cône de dessiccation, parce qu'en fait c'est exactement le même système que le cône de dessiccation, s'arrête au diaphragme à l'insertion ici. Oui, potentiellement, oui. Mais c'est aussi pour ça qu'avec la méthode Simony, vous allez toujours avoir le tire-sève sur le bas et vous allez avoir toujours l'aste sur le dessus, de manière à ne pas réutiliser l'aste. Et dans ce cas-là, vous pouvez comme ça faire les travaux sans vous préoccuper. Le cordon, le côte, va être toujours sur le dessous. Et donc sur l'aste, vous n'allez jamais réutiliser l'aste. Et de ce fait, même si vous enlevez l'entrecœur et que ça s'abîme un peu, ça ne va pas se répercuter sur l'année d'après. Parce que vous allez couper la baguette. Et c'est un des grands principes, enfin demain il va vous l'expliquer, le grand principe dans l'approche, c'est toujours laisser un côte, enfin, ou un retour, dans ce principe de taille, alors que dans les autres principes de taille, à l'origine oui, puis après petit à petit ça s'est perdu, cette habitude de laisser le côte. Mais c'est bien pour ça que le courson, le côte ou le courson c'est la même chose. Oui. Vous pouvez, ici on peut parler du côte, on parle du courson et du retour. Le retour aussi. Le retour est souvent un peu plus court que le côte. Le retour, c'est souvent un seul œil, parce que c'est vraiment pour faire le retour. Le côte, c'est souvent 2 yeux, parce qu'on s'en sert à la fois pour servir de bois l'année d'après, mais aussi un peu fructifère. Quand on parle de retour, c'est vraiment pour pouvoir... Il y a 2 bourgeons quand même. On laisse les 2 bourgeons. L'aste, c'est le sarment que l'on va laisser, où on aura laissé plus de 3 bourgeons. On va différencier les tailles courtes, où vous allez toujours laisser 1 ou 2 bourgeons sur chaque morceau de sarment que vous allez laisser. Et dans ce cas-là, on appellera ça des côtes ou des coursons. Et à l'opposé, vous allez laisser des rameaux, des sarments plus longs, donc à plus de 3 bourgeons, 3, 4, 10, 15, 20, ça dépend du mode de taille. Et là, on appelle ce bois qui est long, on l'appelle soit bois long, on peut l'appeler bois long, haste, baguette, flèche, voilà. Et alors là, c'est chaque région a sa... Oui, latte. Si vous êtes en Charente, vous appelez ça pisse vite. Chaque région a son vocabulaire. Bon, voilà. Donc, mais si vous utilisez le mot haste, baguette ou latte, c'est à peu près compris dans toutes les régions.
Est-ce que les entrecœurs peuvent rattraper d'une certaine manière ce qui est Alors, bien évidemment, si vous enlevez les feuilles actives, laisser développer les entrecœurs peuvent servir à rattraper le retard. Mais après, l'épisode de grêle, il y a un effet mécanique, donc il faut quand même vérifier que la grêle n'ait pas impacté vos rameaux et n'ait pas fait des blessures sur les rameaux, parce que si les rameaux sont blessés, ça n'a pas d'intérêt de continuer à vouloir faire produire de la vigne. Il faut vérifier également que vos grappes ne soient pas non plus impactées mécaniquement par la grêle. Et dans ce cas-là, oui, après, le travail du viticulteur, ça va être de maintenir le feuillage le plus longtemps possible, et même à la limite de faire refaire du feuillage s'il y a possibilité de maintenir les grappes. En laissant se développer les entrecœurs, si les prombourgeons n'ont pas été abîmés, ou en rognant un peu plus sévèrement, de manière à faire pousser, ou par les, voilà, enfin, le vieux bois, des bourgeons du vieux bois ou des prombourgeons. Oui, en retaillant ou rognant sévèrement. Oui, oui, oui. Attends, en fait, plus on va raccourcir le rameau, avec le rognage ou avec la retaille, plus les bourgeons qui sont dans le vieux bois ou à la base du rameau vont se développer. Si on laisse les rameaux se développer, on va juste le voir là, il y a des phénomènes d'inhibition. Et les bourgeons de la base sont inhibés par ce qui se passe au-dessus. Donc ils sont bloqués, ils restent endormis par ce qui se développe au-dessus. même s'ils sont en premier dans le... Oui, oui. Ils sont dans le premier dans le flux sève, mais après il y a un effet chapeau qui est produit par les organes de l'extrémité parce que la vigne est acrotone. Et donc ces bourgeons-là, mais plus on va tailler sévère, ou plus on va rogner sévère, moins ces bourgeons-là vont être inhibés. Et après, vous allez pouvoir du coup leur permettre d'éclore et leur permettre de former des rameaux gourmands ou entrecœurs ou doublons, selon ce qu'il y a. Ah oui. Oui. Ah ben, un buisson. Ah oui, impossible. De toute façon, après un gel tardif, parce que cette année c'était un gel tardif quand même, à Bordeaux, peut-être pour ceux qui ne sont pas de la région, le gel c'était le 27 avril et le débourrement c'était le 24 mars. Donc c'était un mois après. Et au mois d'avril, il a fait très beau. Ça a gelé entre 8 feuilles, selon les cépages, mais bon, à 8 feuilles étalées en moyenne, à grappes visibles. Voilà, on commençait à penser au relevage, au premier relevage. Et on avait Pampré, c'était la semaine du DUT, c'était la dernière semaine du DUT. Et le soir de la remise des diplômes, en allant à Ikem pour faire la remise des diplômes, c'était morosité parce que la veille, il avait fait -4. À Ikem, ils avaient gelé. Au Bailly, ils avaient gelé, tous les partenaires. Et ils annonçaient la nuit où les DUT allaient faire la fête pour pouvoir fêter leur diplôme. Ils annonçaient à nouveau une 3e nuit consécutive de gelée. Et c'est cette nuit-là où sont sortis tous les hélicoptères et bon, là dans les régions. Et donc là, en effet, c'était tardif. Et donc il n'y avait pas tellement de solutions pour les vignes gelées totalement. Parce qu'en plus, il y a eu une hétérogénéité dans le gel. C'était absolument de retailler ou de rabattre le plus possible ce qui avait été touché, de manière à permettre à tous les bourgeons qui étaient encore endormis de repartir. Et c'est ce qui a le mieux marché. Les parcelles où on n'a rien fait,
finalement, c'est parti de manière complètement anarchique et on n'a pas pu réorienter le fait de produire des bons bois. Et pour la grêle, c'est pareil. Il y a 2 ans, alors un peu moins à Bordeaux, mais en Bourgogne et dans le Beaujolais, il a fait un épisode de grêle début juin, donc à bouton floral séparé. Et il a refait un épisode de grêle 15 jours après à la Nouaison. Donc ils ont pris 2 grêles. Donc ça a été haché une première fois et ça a été haché une deuxième fois. Et bien là, finalement, les viticulteurs qui ont pris la décision de totalement retailler, certes, ils n'ont pas eu de récolte, mais de toute façon, ils n'avaient pas de récolte l'année, mais au moins, ils ont eu des beaux bois, ils ont eu des feuilles, ils ont fait des feuilles, ils ont pu mettre en réserve, parce que la vigne avait déjà puisé dans ses réserves au début. Donc, ils ont pu mettre en réserve, et surtout, ils ont eu des bois pour de la taille en 2016. On enlève le rameau, on laisse... Alors, on enlève le rameau parce que ce tissu mort qui est hydraté, c'est une source d'installation des pathogènes. Voilà. Physiologiquement, ça a pas de... Vous pouvez le laisser ou pas. De toute façon, il est mort. Il ne va plus y avoir de flux entre la plante et ce rameau mort. Mais par contre, ce rameau mort, il peut être une zone, un tissu nécrotique. Et botrytis, il s'installe sur du vivant comme il s'installe sur du mort. Donc botrytis, ça va être un joli tissu pour lui permettre de s'installer. Donc, donc de manière préférentielle, on l'enlève et on laisse les bourgeons de la couronne qui vont repousser. Mais il faut que le gel... On l'enlève à la main, oui. Bah, surtout quand c'est gelé, de toute façon, c'est vite fait. Hein. Oui, mais oui, de toute façon, on la coupe. Il y a des endroits où c'est reparti quand même. Il y a des endroits où c'est reparti. Oui. Sur, si, ça dépend un peu du mode de taille. Sur les cordons, on fait tomber. Mais sur la baguette, il y a des endroits où c'est reparti. Vous avez le bourrillon qui est reparti. Et au 24 avril, enfin, au 27 avril, là, comme ça a gelé cette année, il y a des zones où c'est reparti. On avait 1 mois de décalage pour la fleur. On avait une fleur début juillet. Une fermeture de grappe qui a été observée. Donc 1 mois de décalage des bourrements, 1 mois de décalage à la fleur, ça s'est pas raccourci. Donc on commençait à s'inquiéter. Fermeture de grappe, moi je suis rentrée le 24 juillet sur là où je suis. On n'avait plus que 2 semaines d'écart entre les normaux et les gelés. Et à la fin de la véraison, alors bon, bien évidemment, c'est des terroirs qui sont secs, qui sont drainants, etc. À la fin de la véraison, on avait pratiquement récupéré en termes de maturité technologique. Pas de maturité phénolique, mais en termes de maturité technologique, on avait récupéré. Donc on peut récupérer. Alors après, derrière, ça a été beaucoup de travail en verre pour bien maîtriser. Voilà. Là, par contre, on n'a pas laissé les entrecœurs. Parce qu'on avait déjà du retard. De toute façon, on savait que nos entrecœurs n'allaient pas... On a effeuillé. On avait une vendange, bien évidemment, la quantité était moins importante. Donc finalement, la vigne a récupéré et a pu permettre, au peu de vendange qu'on avait, parce qu'on n'est pas sur les mêmes rendements, d'assurer la maturation. Donc après, voilà, on sait qu'on a du décalage, ça dépend des terroirs, tous les terroirs n'ont pas réagi de la même manière, parce qu'il y avait des terroirs qui n'ont pas pu permettre de récupérer ce retard. Et puis, si besoin, il fallait réduire la vendange. Toujours pareil, pour cet équilibre, en fait, il y a du retard, et donc on va lui mettre un peu moins de puits, pour que les puits qui existent puissent fonctionner. Et après, vendanger pas trop tard, malgré tout, de manière à ce que ces feuilles qui se sont développées tardivement, mais finalement en septembre, elles étaient encore potentiellement photosynthétiques, pour leur permettre de la mise en réserve. Parce que le gros problème du gel cette année, c'est que finalement, la plante a puisé 2 fois dans ses réserves. Une fois, classiquement, au moment du débourrement,
et puis une deuxième fois au moment de la reprise après le gel. Donc en fait, elle a utilisé 2 fois ses réserves. Donc sur les vignes qui étaient équilibrées, ça va se voir un peu l'année prochaine, mais ça va vite se rattraper. Par contre, sur les vignes qui déjà présentaient des défauts de vigueur, et ça va mettre plusieurs années à se rattraper. Et c'est là l'intelligence du viticulteur d'adapter ses pratiques, au moins en 2017 et puis en 2018, de manière à ne pas surcharger sa vigne. Et c'est toute la difficulté. 2017, pas de vendange. 2018, je vais mettre en pratique des choses pour ne pas faire trop de vendanges, pour faire récupérer ma vigne. Ça fait 2 années économiquement difficiles. Oui, voilà. Non, mais après, c'est ça. Mais ceux qui peuvent se le permettre, et vous verrez dans les propriétés où vous irez, ceux qui vont pouvoir se le permettre, ils vont le faire cette année. Ils vont sous-charger un peu, de manière à ce qu'il n'y ait pas des forces de pluie trop importantes, de manière à faire récupérer la vigne plus rapidement possible. Tout le monde ne pourra pas le faire, je l'entends. Mais physiologiquement, c'est ce qu'il faudrait faire. Après, ça dépend de la vigueur, ça. Ça, il faut le regarder au cas par cas. Là, ça dépend de la vigueur et on ne peut pas dire moins de bourgeons. C'est vraiment en fonction de la vigueur de chaque souche. Mais dans l'idée, c'est ça. C'est-à-dire, l'année prochaine, organiser le métabolisme pour qu'on récupère tout ce que l'on a surconsommé de la mise en réserve, parce que si on n'arrive pas à le récupérer, ça va être très long à récupérer et ça va entraîner du vieillissement prématuré, donc potentiellement du dépérissement. Et dans les dépérissements, on entend tout. On entend aussi bien l'augmentation de la sensibilité vis-à-vis des pathogènes que la perte de rendement due à une mauvaise induction et initiation inflorescentielle. Parce que là, c'est pareil, l'induction et l'initiation inflorescentielle, elle se fait au départ sur les réserves. Et la première formation des primordia inflorescentiels, ça se fait sur les réserves. La première grappe, la première future grappe, elle se fait sur les réserves du bourgeon de l'année précédente. Donc en fait, après, ça vraiment cet effet boule de neige qui est compliqué. Après, j'entends bien que économiquement,